Donc, j'ai été pendant près de 30 ans dans les métiers de la publicité. Et le dernier groupe publicitaire où j'étais, c'était Publicis. Et à un moment, je me suis retrouvé dans le bureau du RH à 49 ans, trois quarts, en train de me demander ce que je pouvais continuer à faire dans ce groupe-là. Et pour la petite histoire, le DRH m'a dit, ben moi, j'aimerais bien que vous deveniez mon adjoint. Je vous verrais bien changer de métier si vous en êtes d'accord. Je vous sens bien pour des tas de raisons, etc. Donc, j'ai trouvé l'idée formidablement intéressante de changer de métier, mais tout en restant dans le même groupe. Je trouvais ça sympa. Maurice Lévy n'était pas du tout d'accord. Maurice Lévy, pour ceux qui ne savent pas, c'était à l'époque le président du groupe Publicis, qui trouvait très, très bizarre que quelqu'un puisse faire un changement aussi brutal de métier. Et en fait, on a eu un clash assez rapide. Je dis ça parce qu'il m'a dit ça le mardi. Le vendredi, je négociais mon départ. Et le lundi, je créais ma propre entreprise avec l'idée de me dire plus jamais quelqu'un ne pourra me dire ce que j'ai envie de faire ou pas faire de ma vie future. Donc, ça a été pour moi un vrai coup de pied aux fesses que de me prendre en main et de me dire peut-être mon avenir n'est pas dans le métier que j'ai fait pendant 35 ans. Et j'ai décidé de prendre le risque justement de travailler un peu différemment. Donc, j'ai créé à l'époque une URL puisque les SASU qui sont très à la mode en ce moment n'existaient pas. Et j'ai essayé de chercher quel métier je pouvais bien faire. J'ai découvert un métier assez proche de mon ancien métier de publicitaire et qui pouvait concilier aussi ce que j'avais envie de faire pour les valeurs humaines, c'est-à-dire l'outplacement. Donc, l'outplacement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est accompagner des gens qui sont en recherche de boulot, qui sont en train de quitter leur entreprise, pour les aider sur leur projet et redéfinir un peu tous les outils pour faciliter leur recherche. Je voulais rester indépendant et pas salarié, donc j'ai d'abord travaillé dans un des rares cabinets de Paris qui acceptait que je puisse être associé indépendant et pas salarié. Et puis quelques années plus tard, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai fini par créer mon propre cabinet. Et aujourd'hui, le recul que je peux avoir et qui va un peu expliquer le pourquoi du déroulé de cet exposé, quand on me demande comment ça s'est passé ton changement de métier, en fait, mon vrai changement, c'est pas tellement un changement de métier, bien qu'évidemment ça soit important, j'adore mon nouveau métier, c'est sûr, mais c'est surtout un changement de vie et un changement de statut. C'est-à-dire que ce qui est plus important pour moi, c'est d'être mon propre patron, d'abord comme associé indépendant, puis comme fondateur et patron de mon propre cabinet. Je pense que ça a été beaucoup plus marquant pour moi dans ma façon de vivre, dans la liberté que j'y ai acquis, même s'il y a aussi des côtés qui ne sont pas très faciles dans la création d'entreprise. Ça a été vraiment un marqueur très fort et probablement plus important que simplement changer de métier. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Depuis un peu plus de 12 ou 13 ans que je fais ce métier-là, j'ai accompagné beaucoup de personnes, vous imaginez, plus d'une 100 ou 150 personnes, dont probablement un gros tiers aussi ont décidé de faire autre chose que ce qu'ils faisaient avant, ce qui me donne un certain recul par rapport à comment on s'y prend, pourquoi on s'y prend et les chances de succès ou d'insuccès qu'on peut avoir quand on décide de faire ce type d'aventure. Donc, c'est tout ça que je voulais partager avec vous. Je vais essayer d'être assez bref sur la partie un peu technique ou en tout cas théorique sur le contexte et vous donner un peu plus d'éléments d'information ou de précision pour ceux qui éventuellement ne les auraient pas. Donc, c'est vrai que 50 ans, c'est une question, c'est un âge auquel on se pose des questions, notamment par rapport au sens de son métier et voire même la pérennité de sa carrière. C'est exactement ce que moi j'ai vécu. Est-ce que j'avais envie de continuer à être publicitaire après l'avoir fait pendant pratiquement 30 ans? Est-ce que c'est l'unique objectif de ma vie de continuer à faire ça, etc. Et on a des questions en termes de motivation personnelle, professionnelle. Et puis, on se refait pas. Hein, 50 ans, on a de plus en plus envie d'autonomie, sauf si on est son propre patron. Quelquefois, c'est un peu pénible ou difficile d'accepter des dictats d'une hiérarchie, surtout que c'est assez fréquent qu'à 50 ans, on ait des N+1 ou des N+2 qui soient significativement plus jeunes que soi, ce qui n'est pas toujours facile à vivre. Et puis, il y a aussi des questions d'adhésion aux valeurs de l'entreprise. Est-ce que j'ai envie de continuer ma vie à servir les intérêts des actionnaires et pas les miens, etc., etc. Alors évidemment, ça devient encore plus critique, cette prise de conscience, quand on est amené à quitter son entreprise, parce que là, il y a tout d'un coup toute une petite mécanique qui se met en marche.
oulala, ça va devenir compliqué pour retrouver un CDI à 50 ans. Bon monsieur, vous n'y pensez pas. Entre parenthèses, c'est une idée reçue qui est pas si juste que ça. Je le dis pour ceux qui auraient vraiment envie de rester dans une optique de CDI. L'âge critique, c'est plutôt aujourd'hui 56, 57 ans que 50 ans. Mais néanmoins, on se pose ces questions. Et puis, de toute façon, il y a une question d'envie. On n'a pas forcément envie de retourner au salariat. On n'a pas forcément envie de refaire la même chose. On peut être titillé par ce besoin d'autonomie, voire même d'indépendance pour certains. Et du coup, ce qui émerge, c'est vraiment cette idée, cette envie de prendre la main sur son parcours professionnel. En fait, la plupart des personnes que j'accompagne qui, pour la première fois, se voient sortir probablement un peu brutalement entre 45 et 55 ans, c'est la première fois souvent qu'elles, selon leur expression, qu'elles tombent du vélo. Et elles réalisent que finalement, dans leur histoire professionnelle, elles n'avaient jamais eu trop la main pour décider de leur prochaine étape. Souvent, c'était à la faveur d'une promotion interne, d'une sollicitation de sa propre entreprise ou d'un chasseur de tête ou de ceci ou de cela, et que rarement, c'est eux qui avaient décidé de la prochaine étape. Il y a un âge où on a envie de reprendre la main, justement. Et c'est souvent à ce moment-là de sa vie que ça se passe. Alors, ça tombe bien parce qu'en fait, il y a un contexte économique aujourd'hui dans les entreprises qui est assez radicalement différent de celui qu'on a pu connaître il y a 15 ou 20 ans. On ne fait plus carrière pendant 15 ans ou 20 ans dans une entreprise pour une raison très simple, c'est que dans toutes les entreprises, et particulièrement les grosses, les cycles s'accélèrent. Alors, c'est quoi un cycle ? Quand une entreprise est détenue par un fonds, généralement, c'est tous les 5 ans, ça change de main. Mais même quand c'est une entreprise qui n'est pas détenue par un fonds, je peux en témoigner par les centaines de clients que j'ai accompagnés. Il y a très régulièrement dans les entreprises des changements de management, ça veut dire des changements d'actionnaires, des changements de stratégie, des changements de patrons, qui justifient ou pas d'ailleurs, mais enfin en tout cas qui se caractérisent par des changements d'équipe dirigeante. Comme le disait très élégamment un de mes clients, comité exécutif, comité exécuté. Quand un nouveau DG arrive, il change l'ensemble des personnes parce qu'il veut avoir des gens à sa main. Et ça, la durée de vie, il faut être conscient aujourd'hui que la durée de vie d'une étape de carrière, voire même d'une présence dans l'entreprise, c'est maximum 5 ans. Bien évidemment, si vous êtes patron d'une filiale à l'étranger, les cycles de vie des entreprises, généralement, c'est aussi les cycles d'expatriation, c'est généralement entre 4 et 5 ans également. Donc, les cycles s'accélèrent. Ça, c'est une vérité. Et la deuxième chose, c'est que les entreprises, et on s'en rend compte d'ailleurs en temps de Covid, on a de plus en plus besoin de flexibilité et d'efficacité. Une des choses qui m'a été le plus partagée par les personnes avec lesquelles j'ai discuté au moment du confinement ou de la sortie du confinement, c'est que les entreprises se sont rendues compte de la relative rigidité de leur mode de management, assez top-down, assez hiérarchisé. Ils se sont rendus compte pendant le confinement que on pouvait avoir beaucoup plus d'efficacité quand on avait accès directement au N-2 parce que le N-1 n'était pas disponible. Et tout d'un coup, ça a accéléré un peu la réflexion au niveau des entreprises sur leurs besoins d'agilité. Ça, c'est le premier point. Et puis aussi, leurs besoins d'expertise. Les entreprises se rendent compte qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment des cadres, qui sont des transmetteurs, mais qui ne sont pas forcément des faiseurs. Et donc, partant de ces deux caractéristiques-là, on peut se dire qu'il y a sur le marché beaucoup d'opportunités qui peuvent se présenter pour justement apprendre à travailler un peu différemment. Parce que les entreprises ont besoin d'expérience et de compétences fortes. Et en plus, il y a tout un pan de l'économie en France qui n'est pas forcément très bien servi par ces compétences et ces expériences, qui sont celles des PME et des ETI. Dans les grands groupes, on trouvera toujours suffisamment de monde pour avoir l'efficacité dont on a besoin. En revanche, dans les PME et les ETI, c'est beaucoup plus rare. Alors, ces évolutions, en fait, on commence à les observer. On a un certain nombre de cabinets d'études avec lesquels on est en partenariat qui nous informent un petit peu sur les études prospectives, comment ça va se passer, et notamment un de ces Big Five qui nous dit
Aujourd'hui, il faut s'attendre à ce que dans une carrière, on fasse 3 métiers différents. On aborde 4 statuts ou on endosse 4 statuts différents. Alors, statut, ça peut être salarié, mandataire social, actionnaire dormant, administrateur, etc. Et puis 8 à 12 entreprises ou entités différentes dans lesquelles on va bosser tout le long de sa carrière. Donc, il faut absolument aujourd'hui accepter l'idée que le changement est une partie intrinsèque, inhérente de notre façon de travailler. C'est absolument nécessaire. Et il faut du coup changer un peu son mindset et essayer d'avoir toute cette souplesse d'esprit pour apprendre à gérer différemment son employabilité, sa vie professionnelle. Alors, je mets volontiers le mot employabilité avant le mot vie professionnelle parce qu'en fait, c'est à nous de reprendre le manche, enfin, c'est à chacun de reprendre le manche de justement son employabilité pour pouvoir gérer sa vie professionnelle et pas laisser à l'entreprise le soin de décider pour vous la future promotion ou le futur chemin de sortie qu'elle aura envie ou pas de vous donner. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais se pose la question de comment on s'y prend. Comment on s'y prend quand j'ai 50 ans et globalement, j'ai encore 15 ans devant moi de vie professionnelle avant de pouvoir prétendre faire valoir mes droits à la retraite. Donc, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, 50 ans, c'est plus l'âge charnière pour se dire au-delà de 50 ans, c'est foutu pour retrouver un boulot. C'est beaucoup plus aujourd'hui, cet âge est, j'allais dire, la barrière mentale a été reculée plutôt à 55, 58 ans parce qu'on sait qu'à 58 ans, on va pouvoir faire le pont. Les gens qui ont 58 ans aujourd'hui peuvent éventuellement prendre leur retraite à 63 ou 64 ans, alors que les gens qui sont sur le marché à 50 ans, tout le monde sait, et les employeurs aussi, qu'ils en ont encore pour 15 ans de vie professionnelle. Donc, on peut quelque part compter sur eux pour une durée plutôt longue. Donc, la question qui se pose à 50 ans, c'est comment je vais m'y prendre. Alors, le conseil que je peux donner, c'est essayons de se poser les bonnes questions. D'abord, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de plus faire aussi? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et tout ça, ça va être des questions qu'on va se poser pour définir un nouveau projet. Et j'associerai à chaque fois volontiers le mot de personnel et professionnel. Il y a dans notre jargon ce qu'on appelle le projet de la raison et le projet du cœur. Le projet de la raison, c'est peu ou prou rester dans la continuité de son métier d'aujourd'hui, même si on l'exerce de façon un peu différente. C'est je suis par exemple un financier, et je peux continuer à grimper les échelons, passer de contrôleur financier à directeur financier adjoint ou directeur financier. Je peux éventuellement changer de secteur ou de changer de taille d'entreprise, mais je reste dans, on va dire, ma zone de confort ou de visibilité. Et puis, il y a le projet du cœur. Le projet du cœur, c'est un projet qui va titiller un peu, qui va nous amener à réfléchir et accepter de changer au moins 2 choses importantes parmi 3, qui sont le métier, le secteur et le type de statut que je vais avoir. Donc, ça veut dire que je peux accepter de garder mon métier, mais de travailler dans des secteurs ou des types d'entreprises de façon très différente et d'avoir un statut très différent. On aura tout à l'heure des témoignages par exemple, de Anne qui fait de la finance en temps partagé. Probablement, ça a été la prolongation de son métier d'avant, mais elle a choisi de le faire avec, je parle sous son contrôle évidemment, avec un statut et un type d'entreprise extrêmement différent de celle avec qui elle travaillait avant. Donc, c'est ça le projet du cœur. Ça peut être aussi associer une passion. Moi, j'ai des clients qui, par exemple, sortent de grands groupes, de grandes consos, dans l'hygiène beauté. Enfin là, un des gros acteurs d'hygiène beauté. Il a 50 ans. Son métier, ça a été le marketing et la direction générale de BU. Il a une passion pour le vin. Et son projet prioritaire aujourd'hui, c'est de racheter un vignoble. Alors évidemment, ça peut être considéré comme une lubie, sauf que lui, il le considère comme un vrai projet professionnel. Et on a travaillé ensemble sur les opportunités ou les offres sur lesquelles il réfléchit, avec une vraie logique professionnelle de business plan, d'évolution de l'offre, d'innovation marketing qu'il peut faire, de travail sur la marque, etc., etc. Donc, il met ses compétences
professionnel au service d'un projet du cœur qui a un changement assez radical par rapport à ce qu'il avait toujours fait pendant ses 25 ou 28 ans précédents. Probablement, la chose la plus importante, c'est ce que je vais partager avec vous ici, c'est changer de mindset. Trop souvent, on est là pour faire un peu un trait d'esprit ou une boutade. La première chose que je dis à mes clients lorsqu'ils sont en recherche d'emploi, c'est la seule chose à éviter, c'est justement de chercher un emploi. Il faut absolument casser cette posture de je suis un salarié qui cherche un job auprès d'une entreprise et je vais caricaturer ça par ce petit dessin. C'est moi l'employeur qui décide pour toi le type de job que tu vas avoir et moi, salarié, ben, je suis quelque part dépendant de mon employeur en termes de périmètre de responsabilité, en termes de rémunération, en termes d'état d'esprit, d'ambiance de l'entreprise, éventuellement même d'évolution ou de pérennité ou de durée de vie de mon job dans l'entreprise, etc. Que ce soit pour retrouver un job de salarié ou que ce soit pour aborder le monde du travail avec une façon un peu différente de travailler, le mindset dans lequel il faut, que je vous conseille vivement d'adopter aujourd'hui, c'est celui de contributeur, c'est-à-dire vous avez une expertise, cette expertise ou ce noyau d'expertise que vous avez envie de mettre en avant, comment vous pouvez le présenter à des entreprises en tant que contribution. Et du coup, vous allez être dans un rapport qui est un rapport beaucoup plus égalitaire qu'un rapport de force. Vous allez définir quelles sont les compétences qui vous caractérisent pour réfléchir ensuite quelles sont les entreprises qui ont des enjeux et donc des besoins qui correspondent à vos compétences pour focaliser votre recherche et vous présenter comme étant la bonne solution aux besoins de la personne en face. Alors dit comme ça peut paraître un peu simple, mais en fait, c'est un changement complet d'état d'esprit, puisque ce qui est important, c'est de savoir le type de compétences que je peux apporter face aux entreprises qui m'intéressent. C'est-à-dire que c'est vous qui restez du coup maître du jeu sur le choix des entreprises que vous allez caractériser, non plus simplement par des questions de taille ou de secteur, mais par des questions d'enjeux, de besoins, de personnalité, et aussi évidemment par la personnalité de l'interlocuteur avec lequel vous allez être amené à collaborer. Et c'est ce travail d'équilibre entre je ne cherche pas un job prédéterminé avec éventuellement l'aide ou l'intermédiaire plus ou moins bienveillant d'un chasseur de tête au milieu. J'essaye de savoir qu'est-ce que je peux apporter à une entreprise et je vais directement auprès de la personne qui a le besoin pour essayer de vendre, de valoriser ce que je suis capable de lui apporter. Dans un deuxième temps seulement, on va réfléchir à la modalité contractuelle, la façon de travailler. Si ce besoin est pérenne et que ma disponibilité est pérenne, ça s'appelle un CDI. Si les besoins est ponctuel et que ma compétence, que je suis OK pour travailler et délivrer de la compétence le temps du besoin, ça peut s'appeler une mission ou un part-time, ou etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de se dire d'abord et avant tout, positionnons-nous sur le marché comme un apporteur de compétences et identifions les personnes auprès de qui je peux présenter ces besoins. Alors, une fois qu'on a fait ce travail-là sur le plan, on va dire, métier, il faut bien évidemment intégrer toute la dimension personnelle, parce qu'il est assez clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'à 50 ans, les drivers personnels sont plus les mêmes. On a besoin d'un peu plus de sens dans son métier. Alors évidemment, ce n'est pas que les plus de 50 ans. Moi, je suis assez frappé depuis 4-5 ans de la montée en puissance de cette dimension de trouver du sens dans son métier qui monte de façon très, très forte dans la hiérarchie des valeurs des personnes que j'accompagne. Donc, ça pose vraiment question et je pense que c'est plutôt heureux. Donc, retrouver cette notion de sens et puis cette notion d'autonomie. Alors là, qui est un peu plus lié effectivement aux 50 ans et plus. Il y a un moment où on n'a plus envie. On n'a plus envie d'être à la merci d'une entreprise ou d'un manager ou d'un N+1 qui me dit sans arrêt ce que je dois faire et on a envie de s'exprimer.
On a peut-être moins besoin de statut parce qu'on a déjà coché des cases. On a déjà coché la case de directeur ceci ou de VP cela. On n'a peut-être plus les mêmes besoins financiers. Hein, je l'évoquais tout à l'heure en début d'entretien, parce que on a fini de payer son appartement, parce qu'on a de moins en moins d'enfants à charge, parce que, etc. Et donc, on est prêt à aborder le monde professionnel avec un regard un peu différent. Alors, là, j'ai préparé un petit panorama des différentes solutions. Et du coup, quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à nous? Au-delà du CDI, si je veux rester dans une relation avec l'entreprise, je peux avoir d'abord un rôle temporaire, donc ponctuel, c'est ce qu'on va appeler le management de transition. On aura tout à l'heure une personne qui nous parlera Frédéric qui nous parlera de cela un peu mieux. Le share time, c'est-à-dire le temps partagé, là aussi, il y a deux personnes qui vont s'exprimer sur le sujet, où je peux choisir une compétence, une expertise clé de mon métier et j'en fais un peu le noyau dur de mon intervention et je deviens, par exemple, consultant expert sur un sujet très pointu. Moi, j'ai accompagné, par exemple, des DRH qui ont décidé de créer leur propre cabinet de conseil en optant pour l'un une compétence sur la formation, pour l'autre une compétence sur l'animation de l'ambiance de l'entreprise. Ça peut être un métier de conseil ou si l'entreprise a besoin de bénéficier de mon recul et de mon expérience, mais n'a pas besoin de moi d'un point de vue opérationnel, ça peut être un job d'administrateur. Alors, ce n'est pas forcément un job qui suffira pour être rémunéré, mais c'est une nouvelle façon aussi d'aborder le monde de l'entreprise. Sinon, il y a bien évidemment la voie de l'entrepreneuriat. On peut tout simplement soit reprendre une entreprise, soit reprendre une entreprise sous franchise parce que ça nous facilite grandement et ça accélère grandement les choses. Là aussi, je laisserai à Nathalie le soin de s'exprimer tout à l'heure sur ce sujet-là, où on peut décider, from scratch, de créer son entreprise. Alors, soit c'est une entreprise pour soi tout seul, soit ce que j'ai commencé à faire quand j'ai fait une URL, donc j'étais ma propre entreprise et je mettais mes compétences à la disposition d'un cabinet d'outplacement et puis ensuite j'ai créé un cabinet. Et là, on est évidemment toute une équipe et la logique est plus la même, mais la volonté d'être le patron de son business reste la même. Et puis, il y a d'autres façons de travailler aussi qui ne sont pas forcément simplement pour gagner sa vie à tout prix, mais qui peuvent être aussi d'autres façons d'aborder le monde professionnel, peut-être en complément d'un métier principal. Ça peut être l'enseignement, le tutoring. Et beaucoup d'ailleurs de nos intervenants ce soir pourront aussi évoquer le fait qu'ils font un peu de l'enseignement, de la formation en complément de leur métier de base. Ça peut être aussi aider des jeunes pousses ou des startups dans des pépinières transgénérationnelles. Ça peut être aussi s'engager dans un mouvement associatif un jour par semaine, simplement pour faire bénéficier de son expertise une entité et nourrir un peu ce besoin de sens et de partage qu'on peut avoir. Donc voilà, à travers ce panorama, on voit qu'en fait, il y a plein d'opportunités et de façons de travailler qui s'offrent à nous. Il n'y a pas simplement que le fait de trouver un CDI absolument. Et d'ailleurs, dans la façon même, dans les statuts que proposent ces différentes options, on va voir qu'il y a plein d'options. On peut évidemment travailler en CDD dans le cadre, par exemple, d'une mission ou choisir le portage salarial. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est confier à quelqu'un le soin de vous porter et de facturer la mission pour vous et de récupérer les honoraires de la mission pour vous les transformer en salaire pour vous. On peut aussi décider, par exemple, dans le temps partagé, soit de facturer des honoraires, soit d'avoir des employeurs multiples. On peut décider aussi, si on est consultant et qu'on a assez confiance en soi, d'avoir une rémunération au résultat ou des jetons de présence dans le cadre d'un mandat d'administrateur, etc. Quand on est créateur d'entreprise, il y a deux voies possibles en fait. Soit
on va facturer des honoraires et on peut se rétrocéder après du salaire comme dans le cadre d'une SAS ou d'une SASU. Ou alors, on peut opter pour un deuxième statut d'indépendant. Donc, TNS, cet acronyme veut dire travailleur non salarié. Là aussi, c'est dès qu'on commence à mettre le pied dans ce genre d'hypothèse, il y a beaucoup de personnes qui pourront vous aider évidemment à naviguer là-dedans et à faire le bon choix. Et puis, au regard de la slide précédente, quand je disais qu'on pouvait aider des jeunes pépinières ou des jeunes startups, on n'est pas obligé de se faire rémunérer en salaire. On peut tout à fait convenir d'une part d'equity à terme. Et si l'entreprise fonctionne bien, bah, ça peut générer pas mal de choses. Ou alors, tout simplement, travailler, notamment dans le monde associatif, sous forme de bénévolat. Donc, encore une fois, le panorama ici est très large et je vous engage vivement à considérer que tout est possible à partir du moment où vous êtes assez conscient de qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant comme compétence et auprès de qui vous avez envie de le faire. Bien évidemment, tout ça n'est pas très facile. Il y a des incontournables. Il y en a 3 qu'il faut absolument apprendre à maîtriser. La première, c'est apprendre à se vendre. C'est vrai que vous allez, on va dans ce cadre-là la plupart du temps s'adresser à des gens qui ne connaissent pas ou peu. Quand on négocie une promotion interne en entreprise, on peut présupposer que l'entreprise vous connaît bien, ou en tout cas elle a un dossier sur vous. Il y a des témoins qui sont faciles à solliciter. Alors que quand vous allez aborder une nouvelle entreprise, un nouvel employeur ou votre futur client, il faut apprendre à se vendre pour le convaincre de la valeur ajoutée de ce que vous pouvez lui apporter. Alors, vous me donnez une toute petite seconde puisque je vois qu'on a coupé l'électricité, donc je reviens tout de suite. Voilà, pardon. Donc, première chose, apprendre à se vendre. Deuxième chose, apprendre du coup à faire du commercial, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi trouver ses clients, apprendre à les identifier, faire des démarches de réseau pour essayer de rencontrer la bonne personne et essayer de le convaincre. Et puis, un troisième élément aussi qui n'est pas le plus facile quand on est indépendant, c'est d'accepter l'irrégularité des revenus. Une des choses les plus difficiles à faire quand on a été salarié pendant longtemps, c'est de ne plus raisonner sur l'échéance du mois, parce que tous les mois, on a un revenu plus ou moins régulier, mais sur une échéance annuelle, qui est celle de en fait, son chiffre d'affaires de l'année. Il faut se décrisper par rapport à ça, il faut être détendu, c'est le lot de tous les commerçants, de toutes les professions libérales, etc. Donc, quand on est salarié, ça paraît un peu étrange, mais quand on est plongé là-dedans, on s'y fait assez vite. Mais en tout cas, c'est un changement là aussi de mindset qu'il faut accepter, qu'il faut intégrer et qui est à l'expérience, en tout cas, relativement facile à maîtriser. Bon, ça, je vais passer assez vite, mais vous aurez la slide dans le diaporama. C'est les différents statuts qu'on peut choisir quand on cherche à créer une entreprise. Et je terminerai par la conclusion de tout ça. En fait, la conclusion, c'est à quoi ça sert de faire tout ça? Ça sert à gagner plein de choses. Ça sert à gagner de l'autonomie. Ça sert à gagner de la responsabilisation, c'est-à-dire que quand on se vend soi ou quand on vend une prestation que l'on porte, on se sent beaucoup plus responsable, on se sent beaucoup plus investi par rapport à la personne à qui on s'adresse et à qui on vend cette prestation. Généralement, on y trouve beaucoup plus de sens, beaucoup plus de passion également, de la maîtrise, de la reconnaissance par rapport à l'apport qu'on va donner à une entreprise. Et on sait que c'est très, très gratifiant d'avoir une entreprise qui vous remercie ou d'avoir un client qui vous remercie de l'aide que vous lui donnez par rapport à un employeur qui trouve juste normal que vous bossiez 12 heures par jour pour lui. Après tout, vous êtes payé pour ça, il n'a pas besoin de vous remercier, ça sert à quoi? De l'épanouissement et étrangement de la sécurisation de mon business. Une des conclusions que j'aurais envie de partager avec vous,
c'est qu'aujourd'hui, la façon peut-être la plus sûre de travailler, ben, c'est plus forcément le salariat. Je suis bien placé pour le savoir parce que dans un cabinet d'outplacement, on a 95% des clients qui viennent dans un cabinet sont des salariés que l'on a licenciés. Et généralement, je vous l'ai dit tout à l'heure, les étapes de carrière, ça dure 3, 4, 5, 6 ans maximum. Et ce n'est pas forcément la façon la plus sécure de se projeter sur le long terme. Alors que quand on crée son propre business ou quand on adopte de nouvelles façons de travailler, la sécurité de son business ne tient qu'à soi et à sa capacité à évidemment fidéliser ses clients. En revanche, tout ce que l'on va oublier, c'est la dépendance hiérarchique. Alors c'est vrai que notre nouveau patron, c'est le client, ça c'est sûr. Mais quand même, la dépendance hiérarchique, la rivalité, les jeux politiques, les conflits d'ego, les réunionites, les concurrences internes, le fait du prince. Enfin, en gros, tout ce qui a fait que j'ai claqué la porte de Publicis quand, il y a quelques années, on m'avait empêché de faire ce que j'avais envie de faire. Tout d'un coup, tout ça s'est remonté avec tellement de force que je me suis dit, c'est plus possible de continuer comme ça. Et le bilan que je peux tirer, évidemment, de mon changement de vie à la fois personnelle et professionnelle, est extrêmement positif sur quasiment tous les points. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus heureux dans ce que je fais, beaucoup plus passionné. J'y trouve du sens, beaucoup plus autonome. Je gagne probablement mieux ma vie maintenant que quand j'étais salarié et j'ai beaucoup plus de temps libre et de maîtrise de mon temps, en tout cas, que ce que j'avais avant. Donc, c'est tout bénef. Voilà. Alors, j'ai beaucoup parlé. J'avais promis que je ne dépasserais pas 19h10, donc il est 19h06. Je suis un petit poil en avance, tant mieux. Et ce que je vous propose, c'est de compléter donc cette partie un peu théorique et le témoignage que j'ai apporté avec les témoignages de Nathalie, Frédéric, Agnès, Anne et Philippe. Si vous voulez bien, on va le faire dans cet ordre-là, de façon à ce que vous puissiez avoir, pour chacune des personnes qui va intervenir, à la fois un retour d'expérience sur le pourquoi et comment elles s'y sont prises pour ces personnes s'y sont prises pour changer de statut ou de façon de travailler, qu'est-ce qu'elles en tirent comme conclusion avec le recul, et en fonction des différents métiers qui les caractérisent, quels conseils elle pourrait vous donner pour ces différentes façons nouvelles, encore une fois, de travailler, en tout cas différentes de travailler, qui ont été abordées, qui seront abordées ce soir. Voilà. Sylvie, tu veux rajouter quelque chose? Ah, voilà, tu n'as pas ton micro. Ouais. Non, absolument pas. J'attends avec intérêt le partage d'expérience de nos témoins pour corroborer tes dires, Denis. OK. Ou les infirmer. Alors, on va se donner une petite règle du jeu pour essayer de tenir le timing. On va se donner 15 minutes, questions comprises donc par intervenant. Ce que je vous propose, puisque c'est Nathalie qui va démarrer, ce que je vous propose, Nathalie, c'est de faire un petit témoignage d'une dizaine de minutes pour laisser éventuellement 5 minutes aux questions. Et j'aurai la douloureuse tâche de vous prévenir du timing pour qu'on puisse respecter d'abord une équité de temps de parole pour chacun et l'heure limite qu'on avait fixée à 20h30. Voilà, je n'en dis pas plus. Et Nathalie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci pour votre exposé que je trouve, voilà, je m'y suis retrouvée également, donc je ne vais pas infirmer beaucoup de choses, au contraire, je trouve que ce qui a été dit est très intéressant. Donc moi, je suis Nathalie Valette et je suis aujourd'hui consultante en recrutement de franchisés et également dans le lancement et dynamisation de réseaux de franchise. Donc, je fais partie du réseau d'experts Framboise, qui est donc un réseau de concessionnaires, pour être très précis juridiquement. Et donc, j'ai créé mon entreprise pour faire partie de ce réseau et de cette belle aventure.
Donc, en fait, mon métier, c'est pour que vous compreniez aussi que, en fait, je navigue entre les deux, puisque moi, j'accompagne voilà, des candidats qui sont donc, qui vont être des futurs franchisés, et j'ai moi-même fait ce parcours. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, dans mon métier, je m'adresse à la fois aux dirigeants des futurs franchiseurs, qui vont créer leur réseau dans la franchise, donc nous les aidons dans leur modélisation et dans la recherche de leurs partenaires. Ce qui fait que nous partons à partir de rien pour construire un réseau avec des hommes et des femmes qui vont donc poursuivre cette belle aventure. Je m'adresse aussi à des franchiseurs qui ont déjà leur réseau établi, et puis à des candidats en reconversion professionnelle qui souhaitent intégrer le commerce organisé. Et donc, je remarque aujourd'hui que de plus en plus de personnes se disent « Oh, moi, créer ma boîte, j'ai toujours eu envie de le faire, j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête. » Et c'était aussi mon cas. Quand j'ai en fait trouvé le bon métier, dans le bon concept, je me suis décidée et j'ai donc intégré Framboise. Alors, pourquoi la franchise? C'est d'abord lié voilà, on revient toujours aussi dans sa vie personnelle, il y a le côté personnel, il y a bien sûr le côté professionnel, et puis également tous les avantages qu'il y a à intégrer ce mode entrepreneurial. Donc, mon histoire, parce que en fait, mon oncle, qui était fabricant de fours à pâtisserie, était fournisseur et partenaire d'un franchiseur dans la restauration rapide. Et il m'avait proposé d'investir dans un point de vente. À ce moment-là, j'approchais les 40 ans. J'habitais dans le sud-ouest et je revenais d'une expatriation en Libye de 3 ans. Et je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête et je pense même que je n'avais même pas compris la proposition de mon oncle voilà, d'investir dans une entreprise. Quel dommage. Je dis ça voilà, au cas où il y ait des personnes de moins de 50 ans qui nous écoutent. Donc, quelques années plus tard, je suis donc de retour à Paris. J'ai intégré, donc, je travaillais au développement des partenariats au sein d'une école de commerce. Et le thème de l'entrepreneuriat était un sujet majeur. Dans le cadre du programme Bachelor, notamment, nous avons créé un partenariat avec la Fédération française de la franchise, un partenariat pédagogique, pour inciter nos étudiants à se tourner vers ce modèle. Et je dois dire que cela a eu beaucoup d'effets pour moi, enfin pour moi et sur moi. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce mode entrepreneurial et ça m'a conduit à me dire que je devenais de plus en plus mûre, que quand je regardais dans le rétroviseur, finalement, j'avais eu diverses expériences très variées parce que, en fait, voilà, je fais partie des personnes qui sont passées un petit peu par des statuts un peu différents, que ce soit VRP ou même vendeur à domicile. J'ai fait du commercial terrain, j'ai recruté et formé de nouveaux vendeurs, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique à la communication, aux relations publiques, en démarrant ma vie professionnelle dans une petite PME du bâtiment. Enfin bref, voilà, j'avais quand même différentes expériences. Et j'avais donc aussi réalisé un séjour en cabinet d'outplacement. Ça m'avait beaucoup marqué, c'était à l'époque de la crise de 2008. Et là aussi, ça m'a ouvert les yeux. J'ai travaillé sur moi. J'ai bien sûr fait un bilan de compétences, fait des tests. Je recherchais un job également. Et donc, je connaissais mes atouts. Donc, il fallait, la cinquantaine passée, que je trouve le bon projet. Le bon projet, et j'ai mis 1 an en fait à le trouver, tout simplement parce que le réseau que je cherchais n'existait pas au début de ma démarche.
Je m'étais d'abord orientée vers une agence matrimoniale et puis les circonstances de la vie ont fait qu'à cette époque, je ne pouvais pas investir dans un local et finalement, c'était bien, c'est bien tombé puisque ça m'a permis ensuite de m'orienter vers Framboise. Donc Framboise s'est créée et je suis devenue la première affiliée du réseau. Alors, ça a été assez rapide à partir du moment où j'ai rencontré les cofondateurs de ce réseau, puisque j'ai dû mettre 3 mois à peu près, hein, je les ai rencontrés, voilà. Le plus dur, ça a été de se décider en réalité, hein, parce qu'en fait, j'étais arrivée au bout de mon cheminement, je connaissais, j'avais levé les freins, mais voilà, il y a un moment, il faut passer le pas. Ce qu'il y a d'intéressant, et c'est aussi les avantages d'intégrer l'environnement de la franchise. Alors, je fais peut-être un petit rappel sur ce que c'est que la franchise. Hein. C'est une relation d'affaires contractuelle sous différentes formes de partenariat. Donc, on se choisit réciproquement entre le franchiseur et le franchisé. L'intérêt, c'est que c'est un levier de croissance extraordinaire pour le franchiseur de pouvoir se développer sous cette forme et pour le franchisé, c'est aussi l'intérêt de bénéficier d'un concept clé en main et de pouvoir également capitaliser sur son entreprise. Alors voilà, c'est un tout petit résumé. Bon, c'est vrai que quand on rentre dans un réseau, voilà, on bénéficie d'un modèle qui a fait ses preuves et on est formé, on est accompagné. Généralement, bien sûr, il y a une stratégie de lancement, il y a des outils de gestion, il y a une centrale de référencement dans certains cas. Enfin, voilà, après, tout dépend des projets, mais voilà, on est vraiment encadré. Et c'est très rassurant pour quelqu'un qui veut créer son entreprise parce que même si dans le cadre de la franchise, on reste indépendant, responsable de son business, hein, c'est-à-dire qu'on crée son entreprise et puis voilà, c'est à soi. Malgré tout, on n'est pas seul. Hein, on fait vraiment partie d'un réseau. Alors évidemment, après, il faut bien choisir son réseau. Ça, c'est aussi important parce que finalement, le cadre de la franchise aussi offre tout un cheminement, des étapes d'intégration qui vous permettent aussi de commencer à nouer une relation de confiance dès le début avec votre franchiseur. Hein. Donc, les étapes d'intégration, c'est un premier entretien généralement. Ensuite, on se rencontre très rapidement pour visiter le siège voilà, ou rencontrer le franchiseur. Et puis ensuite, on réfléchit mutuellement. Et il y a un document à ce moment-là qui est établi, qui s'appelle le document d'information précontractuelle et qui donne tout un tas d'informations et de documents officiels qui permet au franchisé de commencer à travailler sur son projet, alors vraiment là, de façon très opérationnelle, de se faire accompagner, sachant que c'est encadré par la loi Dubin et qu'on ne peut pas signer de contrat avant un certain délai de réflexion. Donc, vous voyez, c'est encadré. Et puis, après, au-delà de ce contrat, après, bien sûr, le projet continue. On ne fait pas comme ça, hein, au bout de 20 jours, on n'a pas forcément son financement. Donc, on se fait accompagner. Et là, je dois dire qu'en France, on a beaucoup de chance puisqu'on bénéficie aussi de tout l'écosystème entrepreneurial, que ce soit au travers de réseaux qui peuvent donner des prêts d'honneur, que ce soit au travers d'experts gestion qui vous accompagnent dans votre financement. Bref, tous les réseaux d'aide à la création d'entreprises. Donc, en franchise, on en bénéficie aussi. Donc, après, dans le modèle, tout a l'air beau et rose comme ça, mais on construit étape par étape. Hein, voilà. Hein, il y a des projets qui prennent 1 an. Hein, moi, j'ai rencontré des candidats, ils ont mis 1 an pour construire leur projet. Il y en a, c'est 3 mois.
voilà, tout dépend aussi du choix que l'on fait. Ce qu'il me paraît important, c'est surtout déjà à la base, et je pense que c'est vraiment, ça rejoint ce que disait Denis par rapport au projet de cœur, c'est vraiment de choisir un projet où on a envie d'y aller, on a vraiment un coup de cœur pour le métier. Les finances ne font pas tout, hein. Si on a vraiment envie de se lancer dans quelque chose, on trouvera le financement. Il y a aussi des aides par rapport à ça. Donc voilà, pour moi, c'est ça le plus important. Et à la fois en tant que conseil et en tant que franchisé, intégrer un réseau, c'est avant tout de l'humain. C'est-à-dire que vous n'allez pas, je pense, enfin en tout cas, je ne vous conseille pas intégrer un réseau où vous ne vous entendez pas avec, vous n'avez pas le feeling avec le franchiseur. Ça, c'est extrêmement important. Et moi, si j'y suis allée, c'est parce que quand j'ai eu signé mon DIP, que le délai était passé, que j'avais été voir mes conseils, que mon mari était d'accord, que voilà, mes copains qui étaient dans la partie avaient donné le feu vert, oui, il fallait y aller. Et là, c'est le franchiseur, donc Jean-Luc, un des cofondateurs de Framboise, qui m'a dit mais allez-y, allez-y. Ouais, vous allez vous éclater. Et Nathalie, excusez-moi, où est-ce qu'on peut trouver un panorama de la franchise pour ceux que ça pourrait intéresser? Où est-ce qu'ils peuvent se renseigner sur ce qui existe? Tout simplement, alors ils peuvent aller sur notre site, hein, Framboise Consulting, où là, on a donc le site qui reprend tout ça, et puis notre site 100 000 franchises, qui est plutôt destiné aux candidats, où là, c'est classé par activité, par apport, enfin voilà, c'est un site qui est très bien fait, qui donne aussi toutes les actualités de la franchise, qui donne également des informations sur les contrats, les types de contrats, enfin voilà, différentes informations comme ça. Et puis aussi s'adresser à la Fédération française de la franchise, où ils organisent voilà, régulièrement des choses. Et les candidats peuvent également, ceux qui sont très intéressés, passer par les sites spécialisés de franchise sur lesquels il y a également toutes les fiches des concepts de franchise qui sont répertoriés, puisque les franchiseurs communiquent sur ces sites-là et toutes les personnes intéressées peuvent déjà aller se renseigner et demander de la documentation via ce biais. Hein, voilà. Donc, il y a l'Observatoire de la franchise, toute la franchise, franchise directe, voilà ce type de site annuaire. Et évidemment, nous, chez Framboise, on est une quinzaine de consultants aujourd'hui et on a, pour répondre justement à toutes les demandes des candidats qui souhaitent se réorienter, on a toute une panel de réseaux qui sont très variés. Aujourd'hui, on peut rentrer dans un réseau et faire à la fois des services de métier du bâtiment, comme être expert gestion ou ouvrir un commerce dans la diététique, ouvrir une franchise dans le sport. Enfin voilà, il y a vraiment tout un panel où faire de l'immobilier. Donc on peut vraiment répondre à la demande des candidats en les orientant par rapport à leur profil, par rapport à leur envie, par rapport à ce qu'ils souhaitent aujourd'hui. Et comme le disait très justement Denis, il y a aussi donc la question de qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. Est-ce qu'on veut travailler chez soi? Est-ce qu'on veut garder du contact? Est-ce qu'on veut être en B2B, en B2C? Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se présenter. Est-ce qu'on veut avoir pignon sur rue avec un local? Voilà, il y a vraiment différentes choses et on est là vraiment pour aider les personnes à trouver le bon projet. Merci beaucoup, Nathalie. Je suis désolé, je vais revenir dans le maître du temps. Donc, on est dans les temps. Donc, merci de cette intervention et de cette explication de texte sur les métiers de la franchise.
Je voudrais maintenant donner la parole donc à Frédéric. Denis, peut-être qu'il y a une ou deux questions sur la franchise rapidement. Rapidement, parce que sinon on va Ouais. déborder, mais OK. Je ne sais pas s'il y a… Nathalie a donné beaucoup d'informations. Oui, après, les personnes peuvent me contacter. Hein, c'est pas D'accord. Si vous êtes partante, OK. Pas à de leur problème. disposition. Hein, ils ont mon numéro, je suis sur LinkedIn. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Framboise, c'est facile à retenir comme nom. Exactement. De toute façon, il y aura il n'y a pas vos coordonnées, mais il y a le nom de Framboise dans le document PowerPoint. Frédéric, sur le management de transition. Frédéric est là. Voilà, je suis là. Bonjour, bonsoir à tous. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler plus particulièrement du management de transition. En fait, j'interviens ce soir, merci à Sylvie en tant qu'ancienne de l'EMU, mais en gardant les alumni, en fait, je représente deux écoles puisque je suis aussi passée par les mines de Douai, donc alumni intervient. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais me présenter un petit peu en quelques minutes, assez rapidement. Ensuite, je vais vous dire comment je perçois le management de transition, qu'est-ce que le management de transition, et puis ensuite, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Et essayer de laisser 5 minutes pour vos questions éventuelles. Donc, moi, Frédéric Prévost, j'ai 58 ans, je suis mariée, j'ai un garçon de 18 ans. Je dirais d'un point de vue professionnel, ma carrière se découpe, on va dire, en 2/3 où j'ai fait du commerce, du business développement, patron de business unit dans des grands groupes, plutôt sur des marchés industriels. Et puis un dernier tiers de ma vie de salarié, on va dire, plutôt dans la logistique et dans les projets logistiques. Et donc, en 2017, j'ai fait le choix d'arrêter le salariat pour faire du management de transition. Donc, pourquoi j'ai fait ce choix? On retrouve un petit peu ce que Denis disait, hein, d'être indépendant, ne plus avoir à concilier entre les intérêts des personnes et l'intérêt de l'entreprise ou des clients, qui sont pour moi les éléments principaux, le client et l'entreprise. Partager mon expérience, mon savoir et me sentir utile, ça c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, c'est vraiment prendre la main, comme disait Denis tout à l'heure, sur sa vie privée et sa vie professionnelle, enfin, l'équilibre entre ça, mais ça soit vraiment un choix et une décision personnelle. Je dirais qu'en tant que manager de transition, aujourd'hui, moi, je me positionne comme expert en projet logistique sur des marchés industriels. Et depuis 2 ans que je fais ce métier, j'ai réalisé 2 missions. Bon, dans le cadre de cette démarche d'être indépendant, en fait, j'ai rejoint en 2018 Eleos. Alors, qu'est-ce que c'est que Eleos? Eleos, même si c'est une entreprise, c'est surtout une communauté de managers de transition qui fonctionnent en économie de partage. On est une quinzaine de business partners, tous indépendants, managers de transition comme moi, qui travaillent ensemble sur un mode collaboratif. Et ce qui nous rassemble beaucoup, c'est un peu nos valeurs, qui sont très basées sur l'humain. Voilà. Et puis en parallèle de tout ça, j'ai aussi un peu des activités dans le domaine associatif, que ce soit dans des programmes de mentoring ou la position de la femme dans les alumni, et aussi dans du sport. Donc voilà un petit peu en ce qui me concerne rapidement. Alors, venons-en au management de transition. Donc, qu'est-ce que c'est le management de transition? Alors, déjà, en anglais, c'est plus explicite que le terme en français. En anglais, on va parler d'interim management. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. On intervient de façon ponctuelle. Là, je vais pas vous donner une définition. Ce n'était pas l'idée. C'est comment moi, je perçois ce métier et quels sont les éléments principaux. Donc, pour moi, c'est un accompagnement opérationnel des entreprises dans des fonctions de COMEX et de CODIR. Donc, le mot qui est important, c'est côté opérationnel, c'est-à-dire qu'on exécute, on est un maker, on est un doer. Par opposition à certains vont intervenir, à des cabinets de conseil qui vont plutôt faire des recommandations et ensuite, c'est l'entreprise qui va les mettre en œuvre, ces recommandations. Donc, vraiment, le premier point, c'est ce côté opérationnel. C'est aussi une des raisons qui m'a motivée à faire cela. Ensuite, on travaille sous forme de mission. Donc, quand on dit mission, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin, c'est clair. Donc, en général, comment ça se passe? C'est qu'on fait un diagnostic très rapidement, au bout d'une semaine, bon, parfois 15 jours selon l'importance du sujet, on fait déjà un diagnostic avec une recommandation et un plan d'action.
Et en fait, le gros de la mission, c'est de dérouler ce plan d'action avec les équipes de l'entreprise. Donc, il faut bien avoir à l'esprit dans cette notion de mission, et donc qui traduit aussi la posture qu'on a dans l'entreprise, c'est que en fait, on arrive dans l'entreprise, on n'a pas de passé et on n'a pas d'avenir. C'est d'ailleurs un fort avantage parce que ça permet d'avoir, je dirais, prendre du recul, pouvoir dire un certain nombre de choses. Donc voilà, et surtout, enfin, et pour ceux que ça peut, qui peuvent être intéressés, qui recherchent du salariat, il ne faut pas prendre ça comme étant un passage, comme une pré-embauche. Ce n'est pas le rôle d'un manager de transition et ce n'est pas le cas en règle générale. Donc voilà un petit peu sur ma définition, enfin expliquer un petit peu ce qu'est le management de transition. Je dirais ensuite quel est un peu le profil des managers de transition. Je ne pense pas que ce soit fait pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui sont plus appropriés pour ce genre de choses que d'autres. Donc, la première chose est d'avoir déjà 15 à 20 ans d'expérience, c'est clair, mais bon, là, on parle des gens au-dessus de 50 ans, donc on a tous plus de 20 ans d'expérience. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir une expérience multi-entreprise. Les clients vont chercher des gens, puisqu'on a besoin de gens qui sont adaptables, flexibles, donc des gens qui auront passé par différents environnements, contextes. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir plusieurs expériences. En ce qui me concerne, bon, je dirais que j'ai fait 5 à 6 entreprises. Je n'en ai pas fait énormément puisque j'ai quand même passé 20 ans dans une grosse boîte. Mais voilà. Ensuite, l'important également, c'est d'être mobile, bien sûr, parce que les missions peuvent être différents endroits en France. C'est ponctuel, hein, c'est 4 mois, 6 mois, parfois 1 an. Et puis l'autre point, c'est bien sûr être bien résistant à la pression parce que quand on est en mission, il y a une forte pression, il y a des livrables, la période est courte, il faut assimiler, bon, il y a beaucoup de choses. Donc voilà un petit peu le profil du manager de transition. Quant aux missions qui existent de façon générale, le premier rôle qui est le rôle historique du manager de transition, c'est un peu ce que j'appellerais le pompier. C'est-à-dire prendre au pied levé une mission, enfin un rôle de quelqu'un, d'un COMEX, mais dans le rôle doer, hein, donc dans des situations de crise. Ça peut être un redressement, une restructuration. Donc ça, c'est quand même beaucoup d'émissions. Ensuite, on a aussi des missions qui sont plus dans des phases de transition ou de transformation. L'entreprise a été vendue, enfin, une boîte rachète ou revend une boîte. Ils veulent mettre quelqu'un qui arrive avec un œil extérieur pour faire une analyse, faire des recommandations et mettre des choses en place. Si le plan a déjà été défini. Voilà. Et puis aussi, on trouve de plus en plus des projets stratégiques, vraiment des projets où les gens ont besoin de ressources ou d'une compétence particulière pendant un instant donné pour faire un peu le pivot. Voilà un petit peu en ce qui concerne comment le management de transition. Et j'en viens au dernier point, qui est les avantages et les inconvénients, selon moi, du management de transition. On va commencer peut-être par les inconvénients. Je dirais que les inconvénients, pour moi, Denis en parlait aussi, hein, il n'y a aucune garantie de salaire. Il y a des périodes où vous bossez, il y a des périodes où vous êtes payé, et il y a des périodes où vous avez une permission. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut être prêt et être serein sur vos attentes financières, savoir les gérer annuellement, etc. Ça, c'est important, sinon on n'est pas bien dans cette mission-là. Il faut être conscient qu'il peut y avoir des intermissions qui sont longues. Moi, par exemple, là, avec le Covid, ça n'a pas arrangé les choses, mais ma dernière mission date, enfin, la fin de ma dernière mission date un peu plus d'1 an. L'autre point aussi, l'inconvénient, c'est vrai, quand on est en entreprise, on bouge de poste par opportunité, mais c'est pas facile de le vendre. Denis le disait. Entre chercher à se vendre soi, même si on a un commercial dans l'âme, c'est pas la même chose. Et ça, il faut apprendre à le faire. Ensuite, le plus dur dans le management de transition, c'est pas de faire une mission, parce que ça, on est des experts, on sait le faire, on l'a fait en entreprise, on l'a fait dans le cadre de missions. C'est trouver des missions. Donc, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'utiliser tous les canaux, vos réseaux professionnels, qui est par là où il y a le plus où il y a quand même le gros des missions, les cabinets de management de transition qui sont spécialisés, mais ils ont plus de candidats que d'offres. Donc, il faut utiliser toutes les voies possibles. Et puis, le dernier point en termes d'inconvénients, c'est le risque d'isolement. C'est vrai qu'on est seul. Et moi, c'est pour ça que j'ai rejoint le LOS dont je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est bien de se retrouver en groupe et puis travailler en commun. Mais ça, il
faut simplement être conscient comment vous gérez ce risque d'isolement et que vous compensez ça. En ce qui concerne les avantages, ben bon, ça a un peu été dit aussi par Denis dans sa présentation initiale, c'est qu'on est indépendant, c'est clair. On a une liberté d'expression et une posture dans l'entreprise qui est super agréable, enfin c'est kiffant. Moi, je l'ai vu plusieurs fois en étant en mission en disant « Oh, mais punaise, si j'avais été salarié, j'aurais pas pu dire ces choses-là, j'aurais pas pu faire ça. » Enfin, c'est vraiment une posture qui est agréable. Le choix de son équilibre, hein, comme je vous le disais, entre sa vie pro et sa vie privée. Donc, c'est vraiment la liberté de s'organiser et de gérer son temps. Et puis, je dirais le dernier point côté financier, c'est-à-dire ce qu'on appelle le TJM, donc le taux journalier moyen, c'est le taux que vous allez facturer. Ce n'est pas ce que vous allez avoir dans votre poche, hein, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut déduire. Mais il est quand même supérieur à ce que vous pouviez toucher en entreprise. Mais par contre, vous ne travaillez pas forcément ensemble. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous et vous dire qu'après, bon, plus de 2 ans maintenant dans ce choix de faire du management de transition, j'en suis très satisfaite et pour rien au monde, je reviendrai au salarié. Donc, voilà un petit peu mon partage. Je ne sais pas si j'ai laissé assez de temps pour répondre à quelques questions. Ici, c'est parfait. Il y a 5 minutes de Voilà. questions possibles. C'est génial. Merci beaucoup, Frédéric. Mission parfaitement accomplie. Je ne sais pas comment vous faites au niveau des questions. Ils sont dans la conversation ou quelqu'un les Oui, je pense que construit? c'est à l'oral. On ouvre Oui. son micro si Oui, on oui. veut poser une question, c'est plus facile. Oui. Oui, bonjour Sophie. J'avais une question. J'ai pas compris le réseau le nom du réseau ou de l'organisme auquel vous êtes rattaché en fait. Je vais le marquer sur les commentaires. C'est plus simple comme ça si vous les tapez sur Internet. Eleos. Eleos, d'accord. E-U-L-E-O-S. Merci. D'autres questions? Oui, bonjour Benoît. Quels sont les métiers qui sont concernés par le management de transition? Est-ce que tous les métiers le sont? Alors, on va dire, la réponse est oui. En règle générale, il y a tous les métiers. Enfin, quand je dis tous les métiers, on va retrouver des DRH, des directeurs financiers, des directeurs industriels ou de production, de la supply chain, de l'IT, du CEO. En fait, tous les métiers sont représentés. Par contre, la demande n'est pas la même dans tous les fonctions. Il y a beaucoup de gens qui se positionnent comme CEO, ou etc., quelle que soit la taille, hein, enfin, plutôt dans des PME ou des PMI. Il y a beaucoup de gens dans ce domaine-là. Il y a pas mal de missions, mais ce n'est pas forcément le plus. Il y a pas mal de missions, notamment en DRH, notamment dans le contexte actuel, c'est vrai. Des missions de DSI aussi. C'est vrai que moi, dans la supply chain, il y a quand même pas mal de besoins. Donc, on trouve aussi des missions. C'est moins fort que les DSI ou les DRH. Bon, par contre, il y a des missions qui sont moins bien représentées. Je pense, moi comme j'ai fait pas mal de commerce, au début, je m'étais posé la question. Les fonctions de direction commerciale, c'est moins demandé. Les gens ont du mal à externaliser ce genre de choses. Donc, selon les positions, il y a plus ou moins de demandes. Une autre question? J'ai encore combien de temps? Sinon, je peux partager avec vous un peu mes learnings, je dirais après 2 ans. Je ne sais pas, il me reste combien de temps là? Il reste 3 minutes. Oui. Alors, s'il n'y a pas une autre question, oui, ce que je peux partager aussi avec vous, c'est bon, d'avoir fait pendant 2 ans un petit peu ce que mes learnings et mes recommandations, un petit peu, c'est déjà, en tant qu'individu, ayez confiance en vous. Enfin, ça, c'est vrai pour le management de transition, mais c'est vrai d'une façon générale. Et dans ses capacités, c'est vrai que quand on soit on dit tiens, il y a cette mission, on se dit ah ouais, mais ça, est-ce que je vais savoir faire? Mais oui, vous saurez faire. De toute façon, le manager de transition, on le cible étant surdimensionné par rapport à la mission. Donc, ne vous posez pas cette question. Si on vous contacte, ça veut dire que les personnes en face, ils ont vu un peu ce que vous faisiez, vous en êtes capable. Vous dites oui. C'est le premier point. Deuxième point, c'est quand vous présentez en version très très courte. Vraiment, ce qui est important, c'est de mettre en une ligne, enfin en une phrase, vraiment votre expertise, pour que les gens mémorisent. Moi, je suis expert en direction de projet logistique dans le milieu industriel. C'est important d'avoir vraiment cerné et de vous positionner. Mais de ne pas rester seul, parce que je trouve que de toute façon, on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Et puis, c'est vrai qu'on retrouve, quand on est indépendant comme ça, souvent on a un peu des activités, on peut avoir des activités complémentaires.
Bon, moi, par exemple, avec le Lyon, là, bon, j'ai suivi un petit peu des stagiaires, il y en a qui font de la formation. Donc, c'est toujours bien de jouer sur plusieurs tableaux. Voilà un petit peu mes recours. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Merci Frédéric. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde maintenant une autre facette, peut-être pas assez connue, de la façon de travailler, qui est le temps partagé. Donc, il y a deux témoins ce soir sur ce métier-là, Agnès et Anne. Je ne sais pas si on démarre par Agnès ou par Anne. Sylvie, tu voulais… On pensait que c'était mieux de faire intervenir Anne avant D'accord. et Agnès ensuite, qui avait peut-être une On vision plus discutera. générale sur d'autres métiers. Parfait. Eh bien, donc, Anne, à vous la parole à ce moment-là pour nous parler donc, du share time ou temps partagé. Merci et merci à Sylvie pour l'invitation. Donc Anne-Étienne, j'ai d'abord démarré ma carrière comme beaucoup dans le monde du CDI avec 25 ans d'expérience dans la finance, dans des entreprises, comme on dit aujourd'hui, brick and mortar, hein, donc l'économie traditionnelle dans différents secteurs, et 10 ans d'expérience opérationnelle, tant dans la logistique que dans les achats et le service client, et même un petit passage au marketing. J'ai ensuite, après, dans ma dernière expérience où j'étais retournée en finance pour la mise en place, qui aurait pu être une mission de manager de transition, la mise en place de SAP dans une des filiales, la plus grosse filiale du groupe dans lequel j'étais, qui est effectivement une mission très dense, comme souvent le sont les missions de management de transition. Et là, je me suis dit, je ne sais plus vraiment ce que j'ai envie de faire au sein de ce groupe. Et puis, les directions aussi et les valeurs peuvent évoluer aussi dans un groupe. L'arrivée de SAP peut aussi d'ailleurs faire en sorte de changer la structure d'un groupe. Et donc, nous nous sommes séparés et c'était pour moi une chance extraordinaire que finalement de me libérer de ce salariat et d'avoir en plus l'opportunité de bénéficier d'un cabinet d'outplacement avec Oasis et qui m'a permis en fait de faire une vraie démarche sur moi, sur ce que je souhaitais, ce que j'avais envie vraiment de faire et du coup de m'ouvrir également sur la nouvelle économie. J'ai adhéré à Femmes Business Angel, donc je fais partie du comité de sélection de start-up. J'ai également adhéré au groupe Femmes et Société de Sciences Po qui me permettait d'accompagner des jeunes femmes en master juste à leur entrée dans la vie professionnelle pour les aider à faire le bon choix, à éviter à dépasser le plafond de verre et à être en support. Et ma première mentorée, que je suis encore aujourd'hui, 7 ans plus tard, a d'ailleurs ensuite créé son entreprise, une entreprise à succès qui s'appelle Artips, il y a 7 ans. Et du coup, en fait, j'ai aussi découvert les bénéfices de cette ouverture et de ce réseautage pour réfléchir encore plus à ce qui me convenait et ce que j'avais envie de faire. Et avec un objectif majeur qui était « je veux retrouver du sens », comme beaucoup. Alors, je me suis dit, retrouver du sens, est-ce que c'est vraiment en étant dans la fonction financière qu'on va retrouver du sens ? Non, je ne me voyais plus être en train de reprendre mes études, devenir directeur de développement durable. Oh, pourquoi pas continuer, parce que j'avais fait pas mal de formations sur le coaching, continuer et puis être coach. Et puis finalement, toute cette réflexion et cet accompagnement du cabinet d'outplacement m'a permis de clarifier vraiment ce qui me faisait kiffer et ce que j'avais envie de faire pour mes 15 dernières années de vie professionnelle. Et finalement, je me suis rendu compte que j'aimais mon métier, que j'adorais mon métier, que j'avais une expertise dans mon métier premier qui était la finance et que je pouvais l'exercer de façon différente pour y trouver justement le sens et également répondre à un autre besoin pour moi qui a toujours été dans mes jobs
de transmettre, former et transmettre. Et justement, dans le cadre de directeur financier à la carte auprès de startups et PME, c'est aussi ce que j'y trouve parce que c'est des missions qui, certes, pour la plus ancienne, datent de 7 ans, mais souvent sont des missions spot ou sont des missions qui sont des missions de transition dans un moment de croissance importante et de besoin de stabiliser les fondamentaux et les process. Et du coup, je me suis dit, on va se lancer. Et alors, quand je me suis dit, on va se lancer, finalement, je me suis dit, tu es en train de créer ton entreprise, quelle que soit la forme de l'entreprise. Donc, ce que tu appliques en mentorant des startups, eh bien, maintenant, tu vas effectivement le faire dans ta création d'entreprise. Donc, j'ai passé beaucoup de temps délicieux à analyser le marché, comprendre la concurrence, réseauter, voir les uns et les autres, aller au-devant des groupements d'AF à temps partagé, intérêts, inconvénients. Et j'ai ensuite tout simplement défini mon offre. Je me suis positionnée. C'est quoi mon offre? C'est quoi ma proposition de valeur? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir un ROI que je propose inférieur à 1 an à tous mes clients? Et sur quels axes et pas sur tout. Et du coup, après, mais comment je me lance? Oh là là, je ne suis pas du tout commerciale dans l'âme. Mais alors, pas du tout. Alors ça, même avec le cabinet de placement, définis donc ta USP, vas-y, pitch, et vas-y. Eh ben non, c'est pas moi. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire pour arriver à atteindre? Il y a des besoins, il y a énormément de besoins. Je réponds aux besoins, mais prospecter, c'est vraiment pas mon truc. Je me suis entraînée, j'ai lu plein de bouquins, mais c'est pas mon truc. Donc, du coup, c'est plus en réseautant auprès de mon réseau que j'ai trouvé des missions. Et par ailleurs, je me suis dit, finalement, en fait, tu arrives souvent en entreprise à une période entre 20 et 50 personnes. Donc, où là, l'entreprise a besoin de se structurer, mais aussi elle peut réfléchir à l'étape suivante, soit de projet industriel avec un autre, soit de rapprochement direct avec une autre entreprise ou de développement d'une autre activité et où elle a vraiment besoin de se structurer. Et donc, en fait, je me suis rapprochée de cabinets de M&A. Donc, il fallait quand même montrer patte blanche. Donc, j'ai eu la chance de mener un premier projet avec… Pardon, je vous entends. De cabinet de quoi? De fusion-acquisition, pardon. Ok. M&A. Donc, j'ai eu la chance de réaliser un premier projet et qui fait que ensuite, c'est un petit monde aussi et ça permet de récupérer des missions à des phases clés d'entreprise, donc à des phases très intéressantes, pré-changement d'actionnaire, post-changement d'actionnaire et des phases clés de structuration et d'accompagnement. Voilà. Alors après, sous quelle forme? Après, j'ai fait plein de test and learn. Je trouvais ça très amusant de dire comment je me positionne, également quelle structure juridique. Donc, je me suis dit pourquoi pas la SAS. Et en fait, en tant que financière, je me suis dit c'est vraiment pénible parce qu'il va falloir en plus la gérer après derrière. Donc, j'ai pas envie de gérer ça pour l'instant. Donc, pourquoi pas tester le portage salarial? Donc, avantages et inconvénients, effectivement, vous n'avez rien à faire. Inconvénients, par rapport à des structures PME et start-up, donc des petites entreprises, c'est pour eux, ils n'y connaissent rien, ils ne comprennent pas et c'est trop de rigueur, trop de paperasse, trop d'étapes. Ça ne correspond pas du tout à leur mode de fonctionnement. Et donc, finalement, c'est plus en facturant soi-même ses prestations qu'on s'y retrouve, que ce soit en tant qu'auto-entrepreneur qui permettent, avec le nouveau seuil depuis la loi Pacte,
quand même d'avoir un bon niveau de rémunération sans aucune paperasse quasiment. C'est terrible qu'une financière dise ça, mais c'est vraiment, je vais finir par être voilà, réfractaire à la paperasse. Voilà, en gros, en fait, mon métier de DAF à temps partagé me prend 70% de mon temps. J'ai 2 missions récurrentes, une de 1 jour par semaine et une de 2 jours par semaine. Et puis, je peux avoir des missions spot en complément. Ça a été beaucoup, très, très dense au moment du confinement et des difficultés de beaucoup de startups et PME. Ça peut être donc à des moments clés aussi, lors en particulier de sessions ou acquisitions. Et le reste du temps, je suis intervenante auprès d'entrepreneurs dans la ville. Donc, j'accompagne des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville pour créer leur premier emploi et créer d'autres emplois. Je suis également mentor auprès de l'incubateur de start-up de l'EM Lyon. Et puis, ayant quand même 62 ans, je me dis que je suis à l'aube de ma 3e vie. Et pour ma 3e vie, je réfléchis. Je réfléchis à donner encore plus de sens. Et en fait, pour ce faire, j'ai déjà décidé, et je suis devenue associée de Time for the Planet, et j'ai décidé de réfléchir à tout ce que je pourrais faire et faire profiter de mes compétences sur un Return on Planet plutôt qu'un Return on Investment. Donc, je suis aussi en liste pour passer la certification Be Leader, qui est en fait un support pour les entreprises qui veulent être certifiées B Corp dans le futur. Et puis, pourquoi pas être expert agréé aussi, puisqu'on me l'a proposé auprès d'un autre organisme qui s'appelle Global Climate Initiatives. Bref, vous le voyez, je pense à mes enfants et petits-enfants et au futur, même si je continue ma vie active, mais je réfléchis aussi à ma 3e vie. Je pense que sur les difficultés et leçons apprises, c'est un peu la même chose que ce que vous avez entendu au préalable. J'y rajouterai juste un point qui pour moi était difficile, c'est de viser juste dans sa tarification et donc dans le temps nécessaire pour réaliser ses missions. Ouais. Et gérer différentes missions en parallèle, contrairement au management de transition, ça a été pour moi aussi très difficile. Merci de ce témoignage. Il reste 4 minutes pour échanger avec certaines personnes qui voudraient vous poser des questions. Je sais qu'il y en a déjà une qui a été écrite, qui est quel est le nouveau seuil du statut d'entrepreneur? 70 000 euros. 70 000 euros. Voilà. Pour de la prestation. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous pourriez poser avec le micro? Je vois qu'il y a une conversation technique sur l'auto-entrepreneuriat. Donc... On peut aussi opter pour la TVA, mais voilà. Donc, oui. Il y a toutes les informations sont sur le site autoentrepreneur.fr. C'est vraiment très bien fait à présent et très simple. Un peu comme tout à l'heure, Sophie, est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus recherchés que d'autres dans ce que vous pouvez observer dans les différentes entreprises? Oui, alors pour le coup, la direction commerciale à temps partagé est plus recherchée qu'effectivement elle ne l'est en management de transition. La DRH en temps partagé est aussi très présente. Elle s'adresse pas en fait, elle n'adresse pas les mêmes problématiques que le manager de transition, mais elle accompagne aussi beaucoup les entreprises en passage de 20 à 50 et qui n'ont pas les moyens de se payer un DRH à temps plein, mais qui ont réellement besoin d'être accompagnés sur toutes les spécificités ressources humaines quand on grossit. Je le vois moins sur la DSI. Oui. Et je ne le vois pas sur la DG. Ben, je propose de prolonger cet échange. Merci beaucoup, Anne, avec Agnès, qui est aussi au cœur de ces métiers, mais pas que. Donc, il va nous
nous donner un Merci. commentaire. Ouais. Merci Dani. Et merci Sylvie de l'invitation. Effectivement, moi, j'ai créé en 2014, après une longue période, enfin, oui, une relativement longue carrière dans la publicité, j'ai effectivement changé de vie aussi. Alors, je ne suis pas moi-même en directeur ou directrice à temps partagé, bien que je fasse des missions chez certains clients, mais j'ai créé en 2014 Référence DSI. On a un petit problème de micro. Ouais. Oui. Agnès, tu nous entends? Il y a un problème de micro ou de ligne, peut-être, de qualité Wi-Fi, je ne sais pas. Ouais. Juste la ligne là. Ah, que fait-on? Agnès, est-ce que vous êtes là encore? Je n'ai pas l'impression qu'elle nous entende. Bah oui. Une question pour Anne, si on a une minute en attendant qu'Agnès nous rejoigne. Bonne idée. Oui, tu parlais, enfin excuse-moi, tu parlais de la période Covid où il y avait pas mal de choses qui étaient, quelles étaient un peu les missions en temps partagé pendant la période Covid au niveau des PME et des PMI. C'était quoi? C'était les missions de est-ce qu'on se met en chômage partiel ou pas, quels sont les degrés et quel sera l'impact sur la trésorerie. C'est tout tourné autour de la trésorerie, hein, donc que ce soit aussi préparer les dossiers pour faire une demande de PGE, si le PGE refusait de faire une demande de pré-rebond, etc., enfin de pré-résilience. Donc de trouver en fait toutes les solutions possibles pour sortir la tête de l'eau en attendant la fin du confinement et de l'activité. Okay, je vous rappelle que c'est bien d'éteindre vos micros quand vous ne posez pas de questions, sinon vous apparaissez en intervenant principal et c'est un peu compliqué. Alors, je vois que Marie est présente et Marie a rejoint le cabinet d'Agnès. Peut-être qu'en attendant qu'Agnès revienne, Marie pourrait vous présenter un petit peu ce que fait la société. Oui, oui, tout à fait. Je suis en ligne. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc en fait, donc, le groupe Référence, c'est un cabinet de directeurs à temps partagé qui a été fondé en 2008 et qui a commencé par la DSI. Donc, c'est Jean-Marc et Thibaut qui ont monté la partie DSI. Et ça fait 10 ans donc, que la DSI existe. Et ensuite, donc Agnès a repris, a étendu le modèle pour monter Référence DMD, donc, qui est Digital Marketing. Puis, il y a eu Référence DRH pour la DRH. Et moi, je suis DG de la partie DAF, donc Référence DAF. Voilà, donc on couvre l'essentiel des fonctions d'un comité de direction en temps partagé, donc pour les PME, donc la même chose que ce que Anne évoquait. Et effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est que la DSI est très bien implantée parce qu'on est déjà un peu partout en France. On a des antennes régionales. Et l'idée, en fait, c'est d'étendre maintenant les autres fonctions aussi pour rejoindre la taille de DSI et donc s'étendre nationalement. Donc, on a au sein de nos équipes effectivement des profils expérimentés qui ont 20, qui veulent changer de vie, avoir un modèle plus flexible, tout en gardant un vrai sens dans leur travail et surtout beaucoup d'impact en accompagnant les PME sur des problématiques assez critiques pour elles. Donc voilà, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, moi aussi c'est pareil, hein, j'ai eu un changement de vie, j'ai passé 20 ans dans des grands groupes et j'ai rejoint Référence DAF très récemment. Agnès, ça fait un petit peu plus de temps, c'est ce qu'elle évoquait, elle a monté Référence DMD en 2014. Donc, moi, je suis totalement alignée avec ce que vous disiez en début d'intervention sur les motivations pour aller vers ce type de modèle et changer de vie, être plus autonome et trouver surtout de l'impact et du sens dans ce qu'on fait. Voilà. Alors, je ne sais pas si… On a toujours perdu Agnès. Oui, Elle va revenir. Elle me dit de prendre la suite. Bon, Agnès, t'es revenue? Oui, juste à l'instant, pardon.
Donc, j'ai raconté ce qu'était le groupe référence et les différentes marques. Et donc, toi, tu avais monté ça il y a déjà 5 ans. Et donc, moi, c'était tout récent, mais que peut-être que toi, tu avais des expériences particulières à partager. Voilà. Oui. Donc, moi, j'ai monté ça en 2014 et je suis associée du groupe depuis la fin de l'année dernière. Et donc, pour répondre à la question sur les fonctions, alors nous, on a une grande majorité de DSI parce que c'est l'histoire du groupe, mais avec quand même 10 millions de chiffre d'affaires. Donc, il y a des missions de direction des systèmes d'information de manière très évidente à temps partagé. DAF, DRH, c'est très visible aussi, et marketing et digital. Dont on va dire que le marché est moins mature et le besoin en PME est moins mature, mais qui commence à se réveiller, notamment à cause de la transformation digitale. Alors nous, on a un modèle qui est à la fois très similaire à celui que Anne présentait, puisqu'on intervient entre 1 et 3 jours par semaine en entreprise, avec une forte volonté de récurrence. On est DSI, on est DMD de nos premiers clients encore aujourd'hui, 6 ans après ou 11 ans après pour référence DSI. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour nous de promettre aux dirigeants et aux collaborateurs, parce qu'on a une promesse double, de pouvoir s'intégrer durablement dans l'entreprise, parce que effectivement, ce n'est pas de la mission, c'est vraiment une volonté d'accompagner durablement l'entreprise dans sa croissance. Enfin, idéalement dans sa croissance ou du moins dans sa transformation. Et là où on a une deuxième particularité dans le groupe référence, c'est qu'on a fait très vite le choix. Denis, tu parlais au début de finalement ce qui était important, c'était l'expérience et ce qu'on pouvait amener à une entreprise et peu importe le statut. On s'est tout de suite dit ça aussi au niveau du groupe référence. Finalement, ce qu'il nous faut, c'est des collaborateurs les plus épanouis possibles et qu'importe leur statut. Mais progressivement, on s'est rendu compte, et notamment dans les directions des systèmes d'information et de manière générale dans toutes les fonctions, que dès lors qu'on avait goûté au temps partagé, d'abord, on ne revenait jamais dans le salariat dit traditionnel. On valorisait très fortement le fait de travailler, et j'y reviendrai, chez plusieurs clients en même temps. Et finalement, toutes les ressources qui travaillaient avec nous demandaient progressivement d'être employés, d'être en CDI au sein du groupe référence. Et aujourd'hui, on a 80% de nos directeurs à temps partagé qui sont en CDI chez nous et dont nous nous occupons avec des fonctions centrales au niveau, enfin, en l'occurrence pas centrales, mais au sein de chaque marque, dont nous nous occupons de trouver 2 à 3 contrats à l'année. Donc ça, c'est une véritable particularité parce qu'aujourd'hui, on peut bénéficier finalement au sein du groupe de tous les avantages de flexibilité finalement et de richesse intellectuelle notamment qui est le temps partagé. C'est-à-dire qu'on a plusieurs clients et en même temps, on bénéficie de la sécurité du CDI et donc on a quelque part, on peut lever un des freins qui sont dus à l'indépendance. Tout le monde, Frédéric disait tout à l'heure, tout le monde n'est pas fait pour être manager de transition, tout le monde n'est pas fait pour être indépendant, tout le monde n'a pas cette envie et ce goût du risque que représente quand même l'indépendance. Donc, on a modélisé ça avec beaucoup de plaisir et aujourd'hui, encore une fois, 80% de nos directeurs sont à temps partagé. Donc ça, c'est pour la spécificité du modèle. Après, je voudrais approfondir sur effectivement ce que moi j'ai découvert. En fait, très vite, on s'est dit que c'était une opportunité pour la seconde partie, ce qu'on appelait une opportunité positive pour la seconde partie de carrière, ce temps partagé. Parce que, tout à fait d'accord avec toi, Frédéric, qu'est-ce qui fait un super bon directeur à temps partagé ou un très bon directeur, un manager de transition? C'est son expérience, son adaptabilité, et cette expérience-là et cette adaptabilité, quelque part, on ne l'a que si on a vécu plein de choses déjà dans sa vie professionnelle. Et donc, pour avoir vécu plein de choses déjà dans sa vie professionnelle, c'est sûr qu'au bout d'un certain temps de carrière, on se dit 20, 25 ans de carrière, on a plus de chances de cocher les cases qui vont faire de nous un bon directeur à temps partagé. Et du coup, j'ai découvert pourquoi, au fur et à mesure, toutes ces personnes très seniors
s'épanouissaient finalement dans ce modèle. Et j'ai découvert le monde, en ça beaucoup de choses hyper intéressantes du monde de la PME. D'abord, le patron de PME, il valorise l'expérience. On n'est pas bon ou pas moderne parce qu'on a 50 ou 55 ans ou 60 ans ou plus. Non, au contraire, on est quelqu'un qui a le recul et l'expérience nécessaires pour lui amener des choses de raison. C'est son argent, le patron de PME. C'est pas L'Oréal où on se dit, allez, on va faire 50 projets, il y en a bien un qui va marcher. Je juge pas. C'est évidemment qu'il n'y a que des bons modèles. Non, un patron de PME, il faut qu'il aille directement à l'efficacité. Cette efficacité, l'expérience, le recul que peut lui amener un senior, il la valorise énormément. Ensuite, moi, je crois qu'on a des collaborateurs qui s'épanouissent parce que dans la multiplication des sujets qu'ils traitent, il n'y a jamais de lassitude. Quand on a 3 clients, il y a peut-être un client chez qui il y a un petit peu moins de choses à faire. Mais les 2 autres, c'est en plein boom. Alors parfois, quand on est en entreprise et quand on est en CDI en temps plein, ben, finalement, il y a un projet qui est fini, le prochain n'est pas encore parti. En tout cas, il peut y avoir des phases de lassitude un peu plus importantes. Troisième point, il n'y a pas de politique. Ça, c'est ce que disait Frédéric, quand on est en prestation de service, parce qu'on est à la fois interne et en même temps externe, on a cette espèce de double casquette. On a une grande liberté de parole qui, associée à l'expérience, donne en plus des résultats hyper importants, hyper intéressants. Et quelque part, je mettrai dernier point qui est alors aussi assez spécifique au groupe référence. On est tout d'un coup au sein d'une communauté de gens qui fait le même métier que nous. C'est très rare finalement dans les entreprises. Il y a un directeur marketing, il y a un DSI. Allez, dans les très grandes, il peut y en avoir plusieurs, mais on ne se voit pas tous les jours. Là, au quotidien, on travaille avec 15, 20 directeurs marketing auprès de qui on peut se réassurer, auprès de qui on peut aller creuser certains sujets parce que moi, un CRM, j'en ai jamais mis en place aussi complexe, donc je vais demander à Juliette comment elle a fait dans son expérience précédente. Bref, on a une capacité à démultiplier son employabilité, démultiplier ses connaissances, et parce que ça va avec transmettre son propre savoir à d'autres, qui est là aussi une immense source d'épanouissement en fait pour tout le monde, et encore une fois qui marche qu'à partir du moment où on a cette expérience-là pour être à un niveau de partage égal. Donc voilà ce que moi j'ai découvert sur ce qu'offrait le temps partagé augmenté voilà, lors de la seconde partie de carrière. On va tous se précipiter pour être en temps partagé, Agnès. Hein. Alors, je n'ai pas dit, mais on recrute 30 personnes par an au moins, hein, donc il y a de la place. Hein. Merci pour ce temps de micro partagé aussi. Je vois qu'il y a... Pardon, excusez-moi, je pense que Fortnite était passé par là. Oui, j'ai une petite question. Anne, quelles sont les modalités contractuelles du temps partagé? Avec le client? Alors, justement, avec vous ou avec le client? Comment ça fonctionne? Alors, avec nous, effectivement, soit c'est un CDI et j'ai envie de dire, c'est les modalités contractuelles d'un CDI. Alors, dans le groupe référence, pour être précise, avec un fixe et un variable, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement simple, hein, c'est qu'en fait, on est responsable de trouver des clients, mais à un moment donné, garder les clients, c'est aussi la responsabilité de la personne en place. Et donc, du coup, si la personne en place perd tous les clients, il est probable que son variable ne lui soit pas versé. Ça n'arrive que très rarement. Donc, voilà, c'est la modalité la plus fréquente. Ensuite, on peut être en convention de prestation dès lors qu'on en a quelques-uns, des freelances. Donc, c'est bien simple. On vend, on est tout à fait en miroir de ce qu'on vend aux clients. Donc, si on vend un jour aux clients, on achète un jour aux freelances dans ces cas-là. Et avec nos clients, on est en prestation de service. Pour être là aussi précise, c'est des contrats de 3 mois reconductibles tacitement.
Et en général, vos clients, il y a une relation pérenne, visiblement, ça s'inscrit dans la durée, comme vous le disiez justement. Donc, Oui, alors, bon, effectivement, on a l'habitude de dire qu'on est DSI de nos premiers clients et DMD de nos premiers clients. Alors, c'est un peu facile à dire. Évidemment que la relation contractuelle finit à un moment donné, on le leur souhaite, ça veut dire qu'il y a une croissance suffisante pour aller vers du temps plein. Et honnêtement, on est tous très contents. d'accord. D'accord. Maintenant, en moyenne, on est effectivement largement au-dessus des 3 ans de mission. D'autant plus qu'on a une taille suffisante aujourd'hui en fait, on arrive même parfois au sein d'une mission de changer d'intervenant parce qu'on se rend compte, alors ça a été très vrai en direction marketing, on se rend compte que le directeur marketing qui a commencé la mission parce qu'il y a tout un rebranding à faire, tout un repositionnement, l'alignement du positionnement de tous les filiales, bon, bah, ça c'est fait. On a mis 1 an et demi, 2 ans, hein, parce que c'est quand même au rythme de la PME, quoi. Et tout d'un coup, il faut mettre en place l'équipe qui va exécuter toutes les campagnes, la machine à lead. C'est plus le même profil. Et on change de profil et on est reparti pour 3 ans chez ce client-là. Donc, c'est assez magnifique parce qu'en fait, en plus, on change de profil en 15 jours. Hein. Donc, le client, c'est mieux que de virer une personne et recruter. Hein. D'accord. Okay. Merci. Merci beaucoup de tous ces témoignages et de ces questions. Encore une fois, pardon d'être rivé sur ma montre, mais il reste 15 bonnes minutes pour bénéficier donc du dernier témoignage avec Philippe. Et encore dans ces 15 minutes, donc avec 5 minutes de questions. Et ensuite, il nous restera, si on veut être précis sur l'horaire, 5 minutes pour poser des questions d'ordre un peu plus général. Donc, Philippe, si vous êtes là, je suis là, il n'y a pas… Parfait. Et ben, bien. Donc, oui, donc témoignage. Donc, à la base, moi, je suis ingénieur de formation, plus spécialisé en industrie alimentaire. J'ai exercé dans le secteur de l'alimentaire pendant tout le temps, en fait. Et puis, j'ai travaillé dans des entreprises agroalimentaires une vingtaine d'années, en labo, process, R&D, production, qualité, système d'information, optimisation et direction d'usine. Voilà, durant une vingtaine d'années. Et ensuite, j'ai quitté, je dirais, la partie industrielle pour aller plus vers une activité en restauration pendant 10 ans, comme directeur qualité et sécurité alimentaire d'un grand groupe de restauration, avec des responsabilités de groupe sur la politique de l'entreprise en matière de sécurité alimentaire sur les 15 pays où on intervenait, et puis une responsabilité pratique de gérer on va dire, les petits problèmes que l'on pouvait avoir sur les 4500 sites français. Au bout de 10 ans, j'avais fait le tour et un peu, qu'est-ce qui se passe aux alentours de 50 ans? Ben voilà, je me suis dit, je vais essayer autre chose. Et donc, j'ai créé mon entreprise début 2013. Au départ, je pensais valoriser mon savoir-faire sur la protection du mandataire social. J'ai commencé à démarcher des dirigeants d'entreprise et puis ça n'intéressait personne. Je me suis dit, bon, il faut peut-être que je revoie les choses. Et puis, c'est plus par connaissance des gens qui m'ont proposé des activités, qui me connaissaient par ailleurs, qui m'ont commencé à me proposer des missions d'expertise. Et mon premier contrat, c'était une expertise entre un problème qu'il y avait entre un donneur d'ordre et un sous-traitant. Et le donneur d'ordre avait donné l'ordre de faire des produits à un sous-traitant, avait envoyé des auditeurs qualité, tout allait bien, avait fait des analyses, tout allait bien, le sous-traitant avait tout produit, et puis c'était immangeable. Et là, les gens se regardent un peu en chien de faïence, se dire, mais qu'est-ce qui va nous sortir de là? Donc en fait, c'était d'analyser d'un point de vue technique, de trouver des solutions. Donc j'ai fait ça plusieurs fois, c'est de côté d'une entrée, je dirais un peu plus expertise technique. Après, j'étais amené aussi à faire du consulting, de l'accompagnement d'entreprise.
Et puis, pour faire un paquet un peu global, j'ai aujourd'hui une activité de management de transition à temps partagé, où je fais aussi du consulting et de l'expertise, voilà, pour regrouper un peu tout. Donc, je fais un peu de tout ça. Pour reprendre ce que Anne a présenté tout à l'heure, je fais très peu, voire quasiment aucune démarche commerciale. C'est plutôt le bouche à oreille, l'expérience qui amène des contrats. Et puis j'ai aussi une spécialité, c'est de prendre les moutons à 5 pattes, c'est-à-dire les choses où les gens, ça sort un peu de l'ordinaire. Voilà, par exemple, je suis aujourd'hui dans une activité de management de transition en tant que responsable directeur qualité dans une entreprise qui va perdre cette année, suite à une évolution réglementaire, 90% de son chiffre d'affaires et qui a fait le choix de continuer à faire ses produits, donc changer de type de métier, on va dire, parce que c'est vraiment un nouveau type de métier pour l'ensemble du personnel. Et je peux vous dire que sur cette petite PME, c'est un changement pas tout simple, parce que tout le monde réapprend son métier. Il y a le marché, il y a les clients, mais il faut passer d'un ancien produit à un nouveau produit, embaucher plus de personnel, le former, accompagner, vraiment une restructuration de A à Z, ou un directeur qualité qui connaît les systèmes de management, qui peut accompagner les relations avec les fournisseurs amont, les relations avec les clients à l'aval. Pour le coup, je touche à tout ce qui touche à la qualité, amélioration continue comprise, c'est-à-dire multiplié par, au départ, c'était par 4 la vitesse des machines et diminué par 3 le personnel sur les machines. Donc, on n'est pas dans le 0,1%, on est vraiment dans des choses, je dirais, structurelles relativement importantes. Voilà, dans les types de missions, je suis aussi, par hasard, allé à l'étranger. Il se trouve qu'un jour, il y avait un représentant du ministère qui devait faire une présentation sur la réglementation. Il a fait faux bond. Il y avait une délégation étrangère. On m'a dit, est-ce que tu peux présenter? J'ai dit, ben oui, j'y suis allé, j'ai présenté. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ah tiens, vous avez un profil intéressant. J'ai été amené à faire pris une mission de formation, c'était en Algérie. Et puis de cette mission de formation, j'ai rencontré d'autres personnes et j'ai fait une mission après de conseil sur des évolutions réglementaires. Et puis après, quelques années plus tard, j'ai été amené à intervenir plus sur l'évaluation d'un service public et des propositions de réorganisation. Donc, le genre de choses, mais ça se fait toujours en rencontrant du monde et avec mon profil qui intéressait. Que dire encore? Comme la plupart des gens qui sont indépendants aujourd'hui, j'assure un certain nombre de formations, alors soit toujours dans mon secteur d'activité, entre autres à l'ENSAIA à Nancy, à AgroParisTech à Paris, à l'IAE, voire même dans des entreprises ou même en sous-traitance pour l'AFNOR. Quoi d'autre? La question a été posée. Au départ, j'ai choisi de créer une SAS. Ça serait à refaire. Je pense que je commencerai en portage salarial. Mais bon, je commencerai. C'est-à-dire qu'assez rapidement, la SAS s'est avérée relativement utile. Et à l'époque, c'était plus intéressant en matière de fonctionnement que la SARL. Donc voilà, après. Et si pour donner une idée de chiffre d'affaires, il se trouve que je suis aussi vice-président d'un gros consultant. Un jour, on a partagé nos chiffres d'affaires. Il ne faut pas s'attendre non plus à gagner des 100 et des 1000 dans ce type d'activité. Voilà, il y a des gens qui ont peu de chiffre d'affaires, il y a des gens qui en ont beaucoup, c'est-à-dire qui gagnent en termes de rémunération autant que ce qu'ils avaient avant, voire plus. Mais ce qui surprend le plus, c'est la variabilité. Il y a des années très mauvaises et il y a des années très bonnes.
Et c'est pas fonction, par exemple, moi je suis en train de faire une plutôt bonne année et néanmoins dans le conseil, en ce moment, c'est plutôt assez tendu, voilà, globalement. Que puis-je dire d'autre qui n'ait pas été dit? Je crois avoir quasiment tout dit. La petite différence peut-être par rapport aux autres, c'est que j'ai eu plutôt des missions qui demandaient parfois de l'expertise, c'est-à-dire du consulting, du temps partagé, du management de transition, je fais, plus sur des aspects d'expertise. Il y a parfois des gens qui ont besoin de quelqu'un qui sache attaquer une réglementation, la prendre, la tordre, voir un peu ce qui est faisable, prendre les téléphones, démarcher les ministères, aller faire du lobbying à Bruxelles. Moi, ça ne m'a jamais posé souci, mais il m'est arrivé d'accompagner une PME pour faire du lobbying à Bruxelles et faire évoluer. On a fait changer un règlement européen. C'est pas très dur à faire, mais si ça reste dans la politique européenne et que c'est utile pour l'entreprise, on arrive et on peut vendre les choses. Voire accompagner, ça m'est arrivé d'accompagner des SATT, donc les sociétés d'accélération de transfert de technologie, donc c'est plutôt après la recherche, sur justement le positionnement réglementaire de leur trouvaille, parce qu'ils avaient trouvé quelque chose qui était super génial, mais il y avait pas, il y avait un no man's land réglementaire. Donc, d'aller démarcher les ministères en disant, en leur demandant, ben voilà, il y a une nouveauté. Alors, en plus, c'était secret, tout n'était pas breveté, donc c'était un peu compliqué. Mais bon, il y a une nouveauté. Si jamais ça arrive sur le marché, à quelle sauce vous allez les manger? Et d'avoir des réponses et je dirais, d'avancer son dossier comme ça. Moi, c'est des choses. Je vous ai dit, c'est parfois des moutons à 5 pattes, mais j'adore ça et j'espère bien continuer encore quelques temps. Voilà, s'il y a des questions. Ok, moi j'en ai une première, c'est y a-t-il un soupçon de regret dans votre choix? Ah, aucun. Alors, j'attendais la réponse. Au bout de 10 ans dans le groupe de restauration, je suis arrivé dans une situation compliquée. Mes deux prédécesseurs avaient fait moins d'1 an. Voilà. Et donc, il y avait eu un audit social sur l'équipe que j'allais encadrer. Donc, c'était un peu tendu. Au bout de 10 ans, j'ai été remplacé. Donc, à chaque fois, mes deux prédécesseurs et moi-même, c'était des gens qui étaient cherchés à l'extérieur. Je me suis donné un objectif en arrivant, c'est que si jamais je m'en allais, ça soit quelqu'un qui soit pris dans la structure. Et ce qui a été le cas quand je suis parti. Et donc, bon, après, j'avais fait le tour. C'est qu'il y avait besoin, je pense que 10 ans, c'est long sur ce type de poste. Et bon, soit il fallait vraiment bousculer les choses, les changer énormément, ou soit il fallait passer à autre chose. Et puis, moi, pendant 10 ans, mon épouse travaillait, on va dire, à la campagne et moi à Paris, et ça fait des voyages qui sont parfois un peu lassants. Voilà. Donc, je suis rentré à la maison. Voilà. Donc, aucun regret. Après, c'est facile à faire. Je vois, par exemple, dans la période actuelle, je prends les discussions qu'on peut avoir chez AgroConsultant. Moi, la baraque est payée, les enfants sont casés, ma femme gagne bien sa vie. J'ai aucun mérite. Il y a des gens qui se lancent dans des activités de consultants à 40 ans avec un seul salaire à la maison et 2 enfants et une baraque à payer. Heureusement que le gars à qui je pense, il est bon commercialement parce que il n'y a pas le même parachute, on va dire. C'est pas aussi confortable. Ok, merci beaucoup. Il nous reste peut-être 2-3 minutes pour poser des questions spécifiquement à Philippe. Et ensuite, on pourra réélargir le champ des questions sur l'ensemble des participants ou de façon plus générale sur le sujet de ce soir. Je peux peut-être donner juste une indication. J'ai fait 3 contrats de management de transition. J'ai commencé l'an dernier, en fait.
Le premier, c'était une entreprise qui débarque son responsable qualité et qui me demande d'intervenir au pied levé pour assurer la continuité. Au bout de 3 mois, j'ai fait le constat que c'était à peu près au carré. Ils étaient en train de recruter des gens et de dire bon, ma mission, elle est finie et j'apporte plus grand-chose à l'entreprise. Elle pouvait continuer comme ça. La deuxième mission, c'était une mission de 6 mois sur une vacance sur un poste. Donc, bon, on m'a pris pour tenir le poste pendant 6 mois. Alors, c'est parfois un peu sportif, hein. Il était prévu que je démarre le même jour que l'auditeur qui allait auditer la structure. Donc, je suis quand même venu la semaine précédente faire un tour de site pour au moins savoir comment était le site. Mais effectivement, j'étais responsable qualité sur un audit qualité et je découvrais quasiment le site et les gens en même temps que l'auditeur, qui était déjà venu, lui, les 2 ans auparavant. Il a passé plus de temps que moi sur le site. Ça peut être... Bon, voilà. Et puis là, le cas où je suis, qui m'arrange un peu, parce que la difficulté, c'est de pouvoir mixer les types de métiers. Ce n'est pas tout simple quand on est en management de transition, c'est relativement prenant de continuer à garder des clients dans une activité de conseil. Le temps partagé sur le poste que j'ai actuellement me donne une grande souplesse en matière de fonctionnement. Voilà. Ok, merci beaucoup. Moi, ce que je constate, c'est que parmi tous les témoignages qu'on a eus ce soir, il y a beaucoup de cas différents, de personnalités différentes. Mais ce qui probablement est le trait commun de toutes les personnes qui ont témoigné, moi comprise, c'est la satisfaction qu'on en retire avec le recul. Satisfaction en termes à la fois professionnels et équilibre vie pro, vie perso, on va dire. Probablement aussi beaucoup partagé par tout le monde cette fameuse question de sens, où on se sent plus investi, plus épanoui, plus reconnu, plus responsable et plus en capacité d'orienter son choix professionnel là où on a envie de le faire. Moi, j'aurais envie de rajouter un commentaire global, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que comment dirais-je, la nature des interventions que vous pouvez avoir, de toute façon, va s'appuyer sur un corpus professionnel et des expertises qui sont au fond de vous-même. Et quand on sait que ce que l'on va produire est utile à l'autre, on a une espèce d'engagement personnel très fort qui probablement nous fait nous rendre bien meilleurs que quand on est dans un statut, on va dire, plus classique de salarié où on ne travaille pas pour soi, mais pour le compte d'un tiers ou on est reconnu non pas en tant qu'individu, mais en tant que membre de telle ou telle entreprise. Voilà, je ne sais pas si les uns ou les autres, vous avez envie de rajouter un dernier commentaire avant qu'on se sépare, puisqu'il nous reste encore 3 minutes, tout à fait précis. Agnès, peut-être, qui est revenue à l'écran, je vois. Je suis prise au dépourvu. Non, moi, je voudrais juste dire une chose que je dis parfois aux candidats quand ils viennent nous voir, parce qu'il me semble qu'il y a une chose au-delà du statut dont on n'a peut-être pas trop parlé là, qui est important sur lequel se déterminer, c'est sur la nature, je vais appeler ça la nature temporelle des missions. Soit on fait des missions de temps plein en consultance, éventuellement parfois en management de transition, soit on fait du temps partagé. On ne peut pas faire les deux. C'est-à-dire, dès lors qu'on a commencé à prendre une mission 1 ou 2 jours par semaine, ça interdit tout temps plein. Dès lors qu'on a pris un temps plein, ça interdit tout temps partagé. Donc, c'est déjà un premier choix à faire au moment où on se lance. Comment on veut s'intégrer dans l'entreprise? Est-ce qu'on essaye de s'intégrer de manière récurrente, donc à temps partagé longtemps, ou est-ce qu'on aime cette notion de mission? Et c'est un premier déterminant vachement important quand on se lance, parce que en fait, l'un rend l'autre impossible. Donc, voilà, moi, quand je recrute les gens, je leur dis attention, ça ne demande pas les mêmes compétences et ça n'apporte pas tout à fait les mêmes choses et le même épanouissement. Donc, c'est de manière très concrète un choix à faire dès le début.
D'accord. Merci de ce témoignage. Merci. Il y a un autre élément là que j'avais envie de souligner par rapport à tout ce que j'ai entendu, c'est la capacité que ça peut donner à faire plusieurs choses. Alors, plusieurs choses en même temps ou des choses différentes qui s'enchaînent les unes aux autres. Et là aussi, c'est assez fort à partir du moment où on commence à bien maîtriser son temps, peut-être aussi sa prospection commerciale et la nature de la relation avec ses clients. Bon, on est beaucoup plus enclin à pouvoir varier les missions, à pouvoir faire autre chose en parallèle. Le témoignage d'Anne était tout à fait éloquent en la matière. Et je pense là aussi que c'est intéressant de garder cette espèce de liberté d'esprit qui fait que finalement, on a des journées qui sont peut-être très remplies, mais on ne le sent pas venir. Moi, la grosse différence dont je peux témoigner entre ma vie d'avant et ma vie d'après, c'est que quelquefois, quand j'avais, il y en a souvent des charrettes, comme on les appelle dans la publicité, le week-end, je bossais le week-end. Et quand aujourd'hui, je fais ma compta le dimanche, je n'ai pas l'impression de bosser. Je travaille pour moi. Et ça fait beaucoup de différence. Et tu as arrêté les nuits. Ah ben ça, les nuits, ça fait longtemps que je n'en ai plus fait, oui. Je suis même en train d'arriver à même plus travailler le vendredi ou le vendredi après-midi déjà. C'est bon signe. Le rêve. Très bien. Denis, si tout le monde s'est exprimé, est-ce que certains veulent encore s'exprimer parmi nos témoins ou une dernière question? Sophie, moi, ce n'est pas une question, je voulais juste vraiment vous remercier parce que je suis à une phase de ma carrière où je me pose pas mal de questions et vos témoignages et la présentation du début ouvrent énormément de portes et invitent à casser certains modes de pensée. Donc, vraiment, merci pour ça parce que, en tout cas, ça ouvre vraiment beaucoup, beaucoup de perspectives. Donc, je suis ravie d'avoir participé à cette conférence. Merci Sophie, c'était l'objectif. Donc, nous sommes contents. Très bien. Merci beaucoup, Denis. Merci à tous nos témoins. Et puis, j'espère que vous avez retiré beaucoup d'éléments concrets pour votre future deuxième partie de parcours. À bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.